Aujourd'hui, la France se fait victimiser sur le marché international. Devant le monde entier, on se fait voler Alstom par les Américains. Mais il était un temps où c'était nous qui dominions le monde en volant les entreprises de nos voisins. Et à cette époque-là, nous avions une stratégie économique bien différente, qui n'était pas tout à fait libérale, mais pas tout à fait interventionniste non plus, et elle a mené au temps du Grand Siècle. C'est loin, mais c'est beau. Grand Siècle en effet, puisque c'était le temps de Louis XIV. Et le premier signe d'un pays puissant, c'est justement une industrie efficace qui permet de soutenir une économie à toute épreuve. Et ça, c'était le cas de la France sous Louis XIV, grâce à deux cardinaux, Richelieu et Mazarin, et surtout à leur héritier, Colbert. Si vous suivez la chaîne depuis plusieurs mois, vous connaissez déjà son nom, car il a créé Saint-Gobain. Et Colbert est un génie, en témoigne son surnom, le Grand Colbert. D'un pays en difficulté financière comme était la France à son arrivée au service du roi, ou juste comme l'est la France aujourd'hui, il en a fait l'une des plus puissantes économies mondiales. Alors, est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour l'économie d'aujourd'hui ? Probablement. Mais pour cela, il faut commencer depuis le début. En 1665, la France est dans le rouge. L'économie française est en récession et perd des marchés à l'extérieur. Cela on peut l'attribuer en partie au chaos dans les règles du marché intérieur, notamment sur les douanes, et également à une baisse de qualité dans la production française. Les entreprises françaises prennent alors du retard sur leurs voisins, les Génois, les Vénitiens, les Anglois et les Hollandais, qui eux ne se gênent pas pour inonder la France de leurs produits. Et ça pose problème à Colbert. En effet, c'est un adepte de la doctrine mercantiliste, c'est-à-dire que pour lui, la puissance d'un État relève de la puissance de son économie, autrement dit que le commerce est une extension de la guerre entre États. C'est ce que les gens pensaient à l'époque, c'est pas pour autant que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, les pays européens se sont organisés en conséquence. Et la France, vous l'avez compris, est à la traîne. Mais, une étoile montante, sous la protection de Mazarin, commence à s'imposer, et lorsque celui-ci meurt sur son lit de mort, le cardinal déclare « Sire, je dois tout à votre majesté, mais je m'acquitte de ma dette en lui présentant Colbert. » Et Colbert, vous l'avez deviné, va moderniser la France avec l'introduction de la politique qu'on appelle aujourd'hui de son nom, le colbertisme. Colbert devient donc contrôleur général des finances en 1665 et il va s'atteler directement à régler les grands vices de l'économie française. Et honnêtement, au lieu de n'avoir à la bouche que le mot de libéralisme ou de libre concurrence, qui d'ailleurs ne sont que des illusions, il suffit de voir comment la Chine a ruiné le marché du solaire en Europe pour s'en rendre compte, nos dirigeants auraient intérêt à regarder en arrière un peu plus souvent pour voir comment des gens plus brillants que nous ont réglé il y a 300 ans des problèmes similaires à ceux que nous rencontrons aujourd'hui. C'est loin, mais c'est beau. Et vous allez voir, il y a 3 principaux problèmes qui définissent tous le colbertisme et que j'ai classés du plus ou moins actuel, mais vous allez voir, tous sont franchement assez pertinents encore aujourd'hui. La qualité de la production française et notamment la production textile chute drastiquement. Et pour faire des économies, les manufactures trichent sur les dimensions, trichent sur la qualité des fils et trichent sur la qualité des teintures de sorte que les produits qu'ils utilisent finissent par décolorer, avoir le textile qui se déchire avant même d'être usé. Et donc forcément, les marchés européens ne leur font plus confiance. Les ventes chutent, et pour compenser les pertes, ils trichent encore plus, et ainsi de suite, et donc c'est un trou sans fond. La solution de Colbert, pour le coup, est assez simple en fait. Il s'agit de réencadrer les métiers, de les formaliser en s'appuyant sur les corporations et sur des procédés standards pour assurer une qualité minimale. Et cette qualité est assurée par les inspecteurs d'État, qui inspectent régulièrement les manufactures, qui punissent parfois, qui taxent puisqu'il faut, qui conseillent, qui aident, et qui portent même à la connaissance des entrepreneurs les nouvelles techniques de production s'il y en a. Je dis c'est loin, mais c'est beau. Les Français ont perdu beaucoup de marchés intérieurs, notamment à cause de la concurrence des Génois, des Vénitiens, des Anglois, comme je vous en avais parlé auparavant. Et la solution de Colbert est à nouveau assez basique, mais pourtant très efficace. Il décide de faire orienter la production nationale vers de la haute valeur ajoutée et de la haute qualité. Pour encourager ça, il taxe faiblement l'entrée de produits peu transformés, comme par exemple des barres de fer, et taxe fortement l'entrée de produits à haute valeur ajoutée, très transformés. Ainsi, les dentelles et les verreries de Venise sont fortement taxés, voire quasiment exclus, alors que les fers étrangers ne sont taxés que de 5 livres pour le 1000, donc 0,5%. La consommation de biens transformés se veut donc ainsi majoritairement française en France, et l'exportation majoritairement de haute qualité, en suivant la phrase de Montchrétien « Il faut défendre l'usage de la soie ou disposer l'entière fabrique ». Parce que c'est notre projet.
Enfin, le dernier problème, c'est le manque de fleurons français. Un fleuron national n'est pas une chose simple à développer. Il faut risquer de grandes quantités d'argent que la plupart des entrepreneurs ne peuvent pas se permettre de risquer. Aujourd'hui, par exemple, si l'État appelait à lancer une fonderie de semi-conducteurs française, du niveau par exemple des leaders de Taïwan comme TSMC, cela ne se ferait pas sans une quantité astronomique d'argent. Et personne forcément ne serait prêt à risquer une telle quantité d'argent. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et pourtant, on sait tous à quel point c'est un sujet important. L'État doit donc s'en mêler. Et Colbert, lui, s'en est mêlé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a offert des prêts d'État à des entrepreneurs qu'il met ainsi à la tête de manufactures. Et pour acquérir le savoir-faire, il débauche à grands frais des experts de toute l'Europe, qu'ils soient hollandais, anglais, italiens, pour travailler en France et transmettre le savoir aux manufactures françaises. Il fait donc ainsi venir en France des vitreries de Venise, je vous en avais parlé dans cette vidéo, pour aider la France à monter ce qui va être l'entreprise Saint-Gobain. Et ainsi il va permettre la construction du symbole ultime de pouvoir en France au grand siècle, à savoir la Galerie des Glaces de Versailles. Il va par la suite se développer en France dans la même veine la tradition des voyages qui consiste pour les administrateurs publics ou les apprentis à aller observer les innovations européennes en termes d'industrie en voyageant à travers l'Europe et à tout ramener en France, à savoir le savoir-faire et puis forcément, si possible, les ouvriers qualifiés. Colbert est donc un des précurseurs, dans une certaine mesure, d'une philosophie interventionniste du rôle de l'État dans l'économie. Il y a quand même une différence de taille, cela dit, vous allez voir. Et dans les héritiers heureux de cette façon de faire, on peut citer notamment le communiste Pierre Villon, horreur, quasiment le nazisme, et les réussites comme EDF, mais aussi Sud Aviation, qui est aujourd'hui Airbus, et qui était responsable du Concorde par exemple, ou France Télécom, Ariane, l'entreprise. Putain, je suis français, c'est la classe. Attention cependant, et c'est la grosse différence avec l'interventionnisme pur, Colbert n'était pas là pour nationaliser des entreprises, car en fait il voyait dans cet interventionnisme que comme une espèce de coup de pouce au départ, à base par exemple de prêts, d'exemptions de douane, qui doivent tous être temporaires pour une réussite de l'entreprise qui sera à coup sûr après autonome. Pas sûr par contre que la SNCF soit vraiment un projet qui plairait aux ministres. Et pas sûr notamment que le démantèlement d'EDF sous pression de l'Allemagne, au nom de la sacro-sainte libre concurrence, soit non plus dans son top 10 des meilleures pratiques. Si je dois donc résumer rapidement, Colbert et le colbertisme, c'est donc valoriser l'industrie, sponsoriser des entreprises pour en faire des champions internationaux, privilégier la qualité et l'innovation, quitte à aller chercher les savoir-faire à l'étranger, mettre l'État au service des entreprises. Franchement, quand je vois ce programme, qui me semble être celui d'après-guerre en France, je me dis ça. Mais cependant, j'ai quand même une réserve. Quand on voit l'efficacité de notre État, aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie que ces types-là m'aident ? Si la vidéo vous a plu, je vous encourage fortement à aller voir cette vidéo qui traite de la naissance de Saint-Gobain, et qui est donc la mise en application de la politique de Colbert. En tout cas, on se retrouve bientôt, d'ici 2 semaines pour une prochaine vidéo. À tantôt. Comment ça va ? Je disais, c'est loin, mais c'est beau.